Eh ben, il y a du budget dans cette émission. Hein. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un gros sujet. Un morceau un peu qui prend beaucoup de place dans les médias en ce moment et je pense qu'on a un peu notre mot à dire parce que c'est un peu... Ça nous concerne directement. Ça nous concerne complètement. Donc je pense que vous avez vu passer pas mal de fake news au niveau des soucis qu'il y a eu aux États-Unis concernant la vape. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble un très bon débat qu'il y a eu sur France 24. Ouais, on va un peu disséquer tout ça, voir un petit peu ce qui se dit, ce que les gens aussi peuvent poser comme questions qui nous peuvent un petit peu parfois nous choquer de tant d'ignorance parce que les gens ne savent pas et sont mal informés tout simplement. On a entendu des choses incroyables. C'est parfait, mais je peux vous aider à trouver tout ça. Oui, du coup, on a vu énormément de choses et des gens qui disaient sur les réseaux sociaux qu'ils ont préféré arrêter la cigarette électronique et reprendre une cigarette normale. Ouais, parce que ça leur fait peur, Voilà, parce que la cigarette électronique leur fait peur. Alors il va falloir qu'on remette un petit peu les choses au clair. Alors c'est sûr qu'on va peut-être pouvoir croire que nous, on a notre intérêt parce qu'on travaille là-dedans, voilà. Mais là, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de voir un débat avec des médecins, avec des professionnels, voilà, montrer et dire aussi ce que nous, on en pense, parce que nous, on est des consommateurs avant d'être des vendeurs et des fabricants. Donc j'ai voilà. réussi à arrêter la cigarette traditionnelle grâce à la cigarette électronique il y a maintenant 5 ans. Donc comme je disais, voilà, c'est un reportage sur France 24, c'est pas un reportage pardon, c'est un débat sur France 24 qui est très intéressant. Il faut savoir qu'il a été publié le 13 septembre. Voilà, exactement. Donc on a eu d'autres éléments qu'on va apporter à ce débat. Et aussi donc pour réagir par rapport à des sondages qu'on a pu voir, on a pu en voir un sur des petites radios locales comme sur Europe 1 par exemple qui avait fait un sondage sur vous Français, pensez-vous qu'il est préférable d'interdire la cigarette électronique, oui ou non? À 58%, les Français voulaient faire interdire la cigarette électronique. Donc il faut vraiment informer sur la raison de ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vais vous présenter d'abord les invités du reportage de France 24, qui sont Bertrand Dotzenberg, qui est tabacologue et président de Paris Sans Tabac, Amine Benyamina, psychiatre président de la Fédération française d'addictologie, Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de santé et professeur à l'ESCP, Linda Citruc, généraliste et rédactrice en chef à Le Généraliste, et Sébastien Béziot, vice-président de l'association #SOVAP, auteur de Bienvenue dans la vape. Et on remercie également Jean Maschiopinto qui nous a bien volontiers fait une petite vidéo pour réagir à ce débat-là également. Donc je rappelle que lui, il est fabricant de liquide pour les gammes Mr Brewer, Evil Clouds et 2B. Et il a également une petite boutique de cigarettes électroniques qui s'appelle Esvapo Shop à Bischwiller en Alsace. Et nous également, alors si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, vous serez heureux d'apprendre que nous aussi on a une boutique de cigarettes électroniques à Saint-François en Guadeloupe, derrière la marina. Et on est aussi fabricant de nos liquides, de la marque Atras. Allez, cette intro est déjà bien trop longue, on se retrouve juste après le générique. On commence le débat et on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Alors il faut savoir une chose, c'est que le débat il dure 40 minutes, donc pour faire une vidéo plus courte, nous on va malheureusement couper et garder que les morceaux qui nous intéressent, mais c'est pas de la manipulation d'informations, c'est simplement pour réduire un peu le temps de la vidéo. Si vous voulez, on vous mettra en description le lien de la vidéo du débat pour que vous puissiez le regarder en entier. Bienvenue dans le débat de France 24. Haro sur les arômes, non aux cigarettes électroniques au goût aromatisé, hormis celles au tabac. Elles vont toutes être retirées de la vente aux États-Unis dans les prochains mois. Parole de Donald Trump. Le président américain entend ainsi contrer ce qui est vécu comme une véritable épidémie dans les collèges et les lycées, avec des conséquences parfois dramatiques. 6 personnes sont mortes, 450 gravement malades. Éléonore Vanel. Vapoter dans la rue sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne aux États-Unis.
Donald Trump envisage une interdiction des cigarettes électroniques aromatisées, alors que 6 personnes sont décédées cette année de maladies pulmonaires après avoir fumé des e-cigarettes. Et au moins 450 autres cas font actuellement l'objet d'une enquête. Nous savons qu'il s'agit d'une blessure chimique du poumon. Les gens doivent réaliser qu'à chaque fois qu'ils vapotent, ce n'est pas de la vapeur d'eau qu'ils inspirent, ce sont des produits chimiques. Les parents d'un des malades vapoteurs expliquent qu'ils n'ont pas entendu la voix de leur fils depuis plus d'une semaine. Ces dernières années, le vapotage est devenu de plus en plus populaire, notamment chez les jeunes, et beaucoup ne sont pas d'anciens fumeurs. La moyenne d'âge des 450 cas analysés est de 19 ans, une caractéristique qui interpelle les autorités. Il semble que ce sont les jeunes qui sont majoritairement touchés. Il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'une différence physiologique entre les personnes plus jeunes et les plus âgées. Ou peut-être que les plus jeunes vapotent des substances différentes, ou qu'il y a une autre raison qui expliquerait pourquoi c'est prédominant chez eux. Vapoter a longtemps été perçu comme une alternative préférable en termes de santé aux cigarettes traditionnelles, mais les effets sur le long terme sont encore largement inconnus. Faut-il bannir la cigarette électronique? On en débat à présent. Alors, on évoquera dans un instant avec vous justement les différentes manières de vapoter, mais peut-être d'abord ce qu'on sait de cette mystérieuse épidémie de maladies pulmonaires aiguës aux États-Unis. Est-ce qu'on en connaît la cause, Amine Benyamina? Est-ce que le lien avec les cigarettes électroniques est établi? Alors, c'est un problème qui est intervenu aux États-Unis. C'est d'abord pas une épidémie, donc l'épidémie, ça se transmet. C'est un phénomène qui arrive dans un groupe qui a pour dénominateur commun la consommation, soit de la nicotine, soit des arômes, dans un dispositif qu'on appelle la vape. Voilà ce qu'on sait. Le CDC, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe des alertes épidémiologiques, et la FDA, l'organisme qui régule tout ce qui est médicaments, entre autres aux États-Unis, sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est un phénomène qui pour l'instant est circonscrit, mais qui très clairement a pour dénominateur commun ce dispositif. Donc c'est tout ce que l'on sait. Alors c'est tout ce qu'on en sait? Non, on en sait beaucoup plus que ça. On aura le temps tout à l'heure de revenir plus dans les détails. Il y a un lien avec des substances cannabiques ou liées au cannabis. Il est question de THC notamment dans les substances qu'auraient inhalées les personnes qui aujourd'hui souffrent de ces troubles. Alors on a parlé de THC, d'huile, en effet. On a parlé de produits illégaux, c'est-à-dire non finalement vérifiés, Oui. Ce qui serait peut-être une des pistes solides. Donc on est vraiment dans le flou. Et c'est la raison pour laquelle il faut rester prudent quant aux décisions politiques qui doivent évidemment découler de cet état qui est clairement une alerte. Donc voilà, à l'heure actuelle, on le sait clairement, les produits ont été analysés. C'est bel et bien des choses achetées illégalement chez un dealer, une fabrication artisanale avec du THC, qui n'est pas légal, parce que le THC, c'est la molécule du cannabis qui défonce. Et ces liquides ont été complétés par de la vitamine E, sous forme d'huile, des petites ampoules d'huile pour rendre le liquide plus épais. Et c'est ça, vaper de l'huile, et c'est pas bon du tout. Mais le docteur en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. C'est un détournement de l'utilisation des cigarettes électroniques vraisemblablement, Linda Citruc, ou bien on est bien dans l'usage courant qui peut donc toucher tout un chacun? Disons qu'en France, on a des normes, enfin en France et même en Europe, on a des normes concernant la cigarette électronique beaucoup plus strictes, semble-t-il, qu'aux États-Unis. On a des normes NAFNOR et qui sont assez strictes. Une cigarette électronique, même si c'est pas commercialisé dans les pharmacies, reste un produit quand même contrôlé. Alors oui, c'est vrai que les fabricants de vape sont encadrés par la loi TPD. Oui, c'est vrai que grâce à ça, on est vraiment bien encadré. Pour vous raconter la petite anecdote de la création de notre marque, à l'époque, quand j'ai commencé à vaper et à arrêter la cigarette, j'utilisais un liquide, je ne citerai pas la marque pour ne pas avoir de soucis. C'était un liquide qui venait des États-Unis, qui n'était pas du tout régi par la même loi TPD. Et pour vous donner une idée, ce liquide a coulé sur ma box et m'a fait fondre la peinture de la box. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer mes liquides pour moi et ensuite de les commercialiser pour offrir quelque chose de meilleur et de bon aux clients. Il est vrai que la communauté scientifique s'en
vraiment sans du tout condamner la cigarette électronique dans son ensemble, parce que tout le monde, de toutes les façons, reconnaît au tabac des méfaits incalculables et absolument dévastateurs. Donc tout le monde est dans la stratégie du moins pire, donc la cigarette électronique est préférable au tabac comme substitut au tabac. Absolument. Les médecins généralistes, c'est la situation à laquelle ils sont le plus souvent soumises, reçoivent des patients qui, au décours d'une conversation, leur disent « Nous, on a arrêté de fumer et on prend la cigarette électronique ». Je pense que l'immense majorité des médecins les encourage à rester là-dessus, mais surtout les encourage à arrêter de fumer. Les médecins et les médecins généralistes sont vraiment des professionnels qui induisent vraiment une réduction des risques, enfin encouragent à la réduction du risque. Oui, on parle bien de réduction des risques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une cigarette traditionnelle, il y a plus de 7000 produits nocifs, alors que dans la cigarette électronique, il n'y a que 4 composés dans un liquide qui ne sont pas forcément nocifs. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes et de la nicotine. Donc tout ça, c'est bien des produits qu'on consomme tous les jours. La glycérine végétale est présente partout dans le pharmaceutique, dans l'esthétique, etc. Le propylène glycol idem, et les arômes alimentaires dans tout ce que vous mangez presque, qui est aromatisé. Alors c'est vrai que comparer 7000 produits nocifs, plus de 7000 produits nocifs avérés, on est sûr, on est certain, ou alors 4 produits qui sont dans notre quotidien un petit peu, depuis des années, depuis pratiquement, je ne vais pas dire toujours, mais depuis très longtemps, il me semble que la balance, elle pèse un petit peu plus d'un côté que de l'autre. On a raison, Frédéric Bizard, d'encourager cette démarche au plan national. Ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, on a des signaux qui sont un peu contradictoires de la part aussi bien des pouvoirs publics que des professionnels de santé. Donc en effet, le vapotage, la cigarette électronique et puis demain d'autres produits, puisque tout ça sont des solutions innovantes que les grands groupes ont décidé, d'abord des petits groupes, puis maintenant des grands groupes ont décidé de développer. Donc ça me paraît être une évolution favorable. En revanche, le discours, de toute façon, vaut mieux n'importe quoi d'autre que le tabac tant qu'il y a moins de risques. Attention, parce qu'il faudrait quand même que la fabrication de ces produits-là soit quand même relativement encadrée. Le problème là, c'est que vous avez, sans rentrer dans la technique, que je ne maîtrise pas d'ailleurs sur ces produits-là. Donc là, on en a parlé juste avant. Justement, si vous achetez des produits français, j'ai presque envie de dire qu'ils sont tous contrôlés par justement les différentes normes qu'il y a. Si c'est de la fabrication française que vous achetez dans un magasin de cigarettes électroniques avec des professionnels, vous n'avez aucun souci à vous faire. Lui-même vient de dire qu'il ne s'y connaît pas vraiment dans le sujet. On rappelle que M. Bizard est un économiste. Sébastien Béziot, est-ce qu'il n'y a pas un problème effectivement à promouvoir la cigarette électronique en ce qu'elle maintient l'addiction, voire même la stimule ou la crée chez des sujets qui n'ont jamais fumé jusque-là? Il y a beaucoup de fantasmes autour de la cigarette électronique, que l'on préfère appeler vapotage. Aujourd'hui, aux États-Unis, certes, il y a un essor du vapotage chez les jeunes, mais en parallèle, il y a une baisse énorme du nombre de fumeurs. Moi, j'ai commencé à fumer à 12 ans. Je pense que si j'étais tombé sur une cigarette électronique à 12 ans, je ne suis pas certain que je serais ensuite passé déjà à la cigarette, et surtout que j'aurais fumé pendant 30 ans. Effectivement, si on note une augmentation de vapoteurs, il y a aussi une très forte diminution de fumeurs. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la cigarette électronique appelle la cigarette traditionnelle, ou est-ce que la cigarette électronique empêche les futurs fumeurs à se tourner vers la cigarette traditionnelle? Moi, personnellement, au même titre que Sébastien Béziot, si à mon époque, au moment où j'ai voulu commencer à fumer pour faire comme tout le monde, etc., il y avait eu les cigarettes électroniques, je pense que j'aurais privilégié la cigarette électronique et que même je n'aurais jamais, au grand jamais, touché une cigarette traditionnelle. Alors est-ce que justement les nouveaux utilisateurs de cigarettes électroniques, ceux qui n'ont jamais fumé auparavant, ne se seraient pas tournés, quoi qu'il en soit, vers une cigarette? Moi je pense, c'est un avis personnel, je pense sincèrement que quand on a envie de fumer ou de vaper, pour essayer de faire comme tout le monde, on rentre dans cette espèce de moule. Et je pense exactement la même chose aussi, mais c'est que notre avis personnel. Le message que je pourrais donner, moi, aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, il y a une confusion énorme
entre ce qui s'est passé là-bas et la consommation quotidienne que l'on peut voir en France et même aux États-Unis. La recette d'un e-liquide, elle est très très simple. Et même quand les vapoteurs fabriquent eux-mêmes leur liquide à partir de bases, nicotine, d'arômes, il n'y a jamais eu de problème depuis 10 ans. Là, on est face à un problème de produits stupéfiants qui sont vendus au marché noir et qui vendus par des gens qui ne maîtrisent pas ces recettes très simples et qui ont voulu vendre d'autres produits. Donc les jeunes ont vapoté de l'huile. Est-ce qu'ils avouent à leurs parents qu'ils ont vapoté ces produits? Ça, on ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est complètement... comment est-ce possible que depuis 10 ans, il y ait des millions de gens qui vapotent sans qu'il n'y ait jamais eu aucun problème, que d'un coup, en quelques semaines, les gens meurent? Donc voilà, il fait que confirmer ce qu'on a dit juste avant. Si tout le monde respecte les règles, qu'on utilise les bons ingrédients et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les cigarettes, il n'y a aucun souci à avoir. La cigarette électronique nous propose un moyen d'arrêter le tabac et c'est un outil qui doit être utilisé convenablement. Je prends la comparaison de la voiture. La voiture, c'est un objet qui a été créé pour qu'on puisse se déplacer rapidement d'un point A à un point B, mais il y a un code de la route à respecter. Est-ce que demain, si je prends ma voiture, que je roule à 300 km/h et que je viens à avoir un accident et que je meurs sur le lieu de l'accident, est-ce qu'elle va porter plainte contre le fabricant de la voiture parce qu'il m'a mis dans les mains un objet potentiellement dangereux? Non. C'est simplement que j'ai utilisé cet objet pas correctement. On rebondit tout à l'heure sur ce que Frédéric Bizard a dit par rapport au fait qu'il serait bien peut-être d'avoir des capsules fermées qui seraient en vente. On a appris récemment que ce que ces personnes ont acheté qui contenait des huiles et du THC était en capsule fermée. La contrebande, quoi qu'il en soit, elle existera sous toutes les formes possibles. Arrêtez cette confusion. J'ai vu un reportage sur Donald Trump ce midi sur une grande chaîne de télévision. On avait l'impression que c'était les arômes qui tuaient. Non, les arômes ne tuent pas. Il s'agit d'autres produits. Quand on met de la morphora dans un verre d'eau, on ne va pas accuser du verre d'eau. Alors on va interroger justement le professeur Bertrand Dotzenberg qui nous a rejoint ici même en plateau. Bonjour. Ce qui s'est passé, ces cas visiblement mortels aux États-Unis et puis 450 personnes qui aujourd'hui font face à des troubles respiratoires graves, semble-t-il. Est-ce dû à un détournement de l'usage initial de la cigarette électronique qui serait donc par ailleurs inoffensive, ou bien y a-t-il encore des doutes à l'heure qu'il est et donc besoin peut-être d'études supplémentaires et de recul pour connaître les effets réels de la cigarette électronique dans son usage courant? Il y a beaucoup de certitudes sur la cigarette électronique, beaucoup plus que sur la fumée du tabac. Je viens de passer la journée à la commission AFNOR que je préside. Clairement, là, il y a une communication aujourd'hui sur deux problèmes qui n'ont strictement rien à voir. Un, c'est les arômes qui attirent les jeunes. Et deux, c'est le mésusage de la cigarette électronique. Donc, je suis pneumologue. Les pneumonies lipidiques, je connaissais, parce qu'avant, les chanteurs d'opéra se mettaient ça sur les cordes vocales de l'huile. Ça allait dans le poumon et ça donnait ces pathologies-là. Et on retrouve, quand on fait un lavage alvéolaire dans les alvéoles, plein de gouttelettes de liquide dans les macrophages. C'était publié dans le New England et dans les journaux médicaux cette semaine. Et donc, c'est caractéristique de pneumopathie lipidique. Quand on met des lipides, donc de la graisse au niveau du surfactant, le surfactant, c'est un peu une bulle de savon qui est un petit peu comme vous faites des bulles de savon avec votre produit à vaisselle. Si vous mettez de la graisse dedans, les deux interagissent, la bulle de savon disparaît et le poumon s'effondre. Là, on détruit le surfactant très rapidement en faisant inhaler des lipides. Donc c'est donc une substance frelatée, pour résumer, qui a été vendue? Les gens ont pris les produits et ils achetaient du cannabis pour mettre dans leur cigarette électronique en trafiquant. Donc, il ne faut pas vapoter le cannabis, rien. Mais une fois qu'on a fait ça, comme c'était pas très épais, pour épaissir un peu les produits, il y a un fabricant qui prenait de l'huile de vitamine E et de l'huile qu'il y a dedans, qui mettait ça dedans, comme ça c'était plus épais. Et les gens, les consommateurs, et surtout les consommateurs débutants, parce que les vieux se font un peu moins prendre, les usagers réguliers de cannabis, savent très bien que c'est un mauvais produit. Donc c'est pour épaissir, pour rendre plus joli le produit de cannabis qu'ils mettaient dans leur cigarette. Il y a un fabricant stupide, et par les réseaux Internet, ça s'est dit, tu achètes des capsules de vitamine E, tu ouvres la capsule, tu le verses dedans. C'est de l'huile dans le poumon. Il ne faut pas mettre d'huile dans le poumon. Quand on met de l'huile dans le poumon, que ce soit de l'huile biologique, d'olive, de l'huile de n'importe quoi, ça fait ça. Et donc ça, c'est un détournement d'usage, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas la vocation de la cigarette électronique, ni les substances vendues de manière régulière dans le commerce. Le problème de la cigarette électronique, c'est un produit très efficace pour délivrer au fond du poumon de la nicotine. Vous mettez 10 mg de
nicotine dans une cigarette, il y en a 8 qui arrivent dans le sang. Quand vous prenez 12 mg dans une cigarette, il y en a un demi qui reste dans le poumon. Donc c'est très efficace. Si vous mettez une cochonnerie dans un cigare électronique, ça va dans le poumon. Et il faut surtout pas de lipides dans les cigarettes électroniques. Point. Donc voilà, là on a affaire à un tabacologue. Bravo, tout est dit, on a compris clairement ce qui s'est passé. Merci à lui. Et pourtant, Amine Benhamina, pas plus tard qu'en juillet dernier, donc c'était il y a 2 mois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estimait qu'on n'avait pas encore assez de preuves sur le fait que le vapotage est une aide indiscutable au sevrage, d'une part, pour ce qui est donc de l'addiction, et puis d'autre part, que les systèmes électroniques d'administration de nicotine sont incontestablement nocifs. Voilà ce que jugeait l'OMS. Quel est votre avis ? On va revenir un peu sur cette polémique. L'OMS n'a pas écrit ça, c'est un texte beaucoup plus grand. On a eu une dépêche de l'AFP, tout le monde l'a dit, et qui a un peu résumé les choses. Je ne veux pas non plus renvoyer. Ces mots-là ne figurent pas dans le rapport ? C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. L'OMS a un jargon qui est classique, un jargon scientifique dans lequel il y a des éléments de prudence parce qu'on n'a pas encore les preuves, mais on a des présomptions plutôt positives. Alors ça s'est retourné sur un communiqué, on est bien d'accord Bertrand, un communiqué dans lequel on a le sentiment qu'il y a haro sur la cigarette électronique, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas même. Il n'y a pas de mise en garde de la part de l'OMS. Non, il y a une prudence en attendant que les résultats et les grandes séries sortent. On est sur des grandes séries qui vont arriver. Et donc, honnêtement, on n'est pas du tout sur cet esprit que l'OMS avait édicté. Elle dit qu'il ne faut pas utiliser ce produit pour faire la promotion du tabac. En France, c'est interdit. Qu'il ne faut pas l'utiliser dans les locaux clos et couverts. En France, c'est interdit. Et que pour l'arrêt du tabac, il y a des études qui montrent effectivement c'est intéressant, mais il n'y a pas de preuves suffisantes. Et c'est pour ça qu'on doit une grande étude pour le faire. Donc je suis 100% avec le rapporteur OMS qui est favorable à la vape et qui recommande à tous les pays du monde d'appliquer la législation française dans leur pays. Il y a un problème qui est particulièrement prononcé aux États-Unis. On interrogera d'ailleurs nos invités également sur l'existence ou pas du phénomène semblable en France. Aux États-Unis, 1 lycéen sur 4 vapotait en 2019. C'est une augmentation très sensible par rapport aux dernières années. Est-ce que ce n'est pas là le problème des jeunes qui ne fumaient pas au départ et qui aujourd'hui se mettent au vapotage et donc à l'addiction, précisément à la nicotine ? Les données sont contradictoires sur ce sujet-là. Oui, il y a plus de jeunes qui vapotent, mais comme je disais tout à l'heure, en parallèle, il y a immensément moins de jeunes qui fument. Donc il faut faire la balance entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, le produit mortel, sans aucun doute, c'est le tabac. Le vapotage, effectivement, on peut. Le fantasme, c'est de dire que c'est une porte d'entrée dans le tabagisme. Aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Mais par contre, ce qui est démontré aujourd'hui quand on regarde les chiffres, et notamment aux États-Unis, c'est que c'est un rempart au tabagisme. Alors là, on va donner notre avis personnel au risque de peut-être nous faire des ennemis, mais pour nous, je pense que aucun magasin de cigarettes électroniques ne proposera à un mineur non-fumeur de commencer la cigarette électronique. Le but n'est pas là. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que quelqu'un qui ne fume pas rentre dans un shop de cigarettes électroniques, demande s'il peut utiliser une cigarette électronique. Là, le choix est difficile à faire parce que, qu'est-ce que je me dis ? Si je lui refuse de lui vendre une cigarette électronique avec un liquide non nicotiné, parce que ça existe, donc ce qui rend addict, c'est la nicotine, j'ai peur que cette personne-là sorte de mon magasin déjà en étant déçue et en allant au bureau de tabac à côté et acheter un paquet de cigarettes parce que cette personne a envie de fumer, parce que lui, le bureau de tabac, il va pas lui demander, il va pas lui dire « Monsieur, est-ce que vous êtes fumeur, est-ce que vous êtes non-fumeur ?» Si vous êtes non-fumeur, non, je ne vous vendrai pas de cigarettes. Donc cette personne-là, elle va aller au bureau de tabac à côté, elle va s'acheter son paquet de cigarettes, elle va se mettre à fumer. Alors que si je lui avais dit oui, je peux te vendre un liquide non nicotiné, te vendre une cigarette électronique pour ne pas que tu commences le tabac, voilà, pour moi c'est plus raisonnable. Alors dans la théorie, il faudrait dire non, ne commence pas. Mais le problème c'est qu'il ira dans le bureau de tabac juste à côté et il achètera son paquet de cigarettes. Alors est-ce que c'est une porte d'entrée vers le tabac ou est-ce que c'est une issue de secours, une déviation pour ne pas aller dans le tabac? L'idéal, on est toujours d'accord, c'est de ne pas fumer, c'est de ne pas vaper. Maintenant... 2 éléments peut-être dans ce que vous venez de dire. D'abord, Linda Citruc, la nicotine, c'est sans effet pour la santé ? C'est très bien toléré. On a des récepteurs
dans le corps, dans le cerveau, à la nicotine. Donc, dire que c'est bien toléré, non. Du reste, quand on fume, on a tous, pour ceux qui ont fumé, en tout cas, le sentiment, la sensation de vertige, de tachycardie. Il y a des tas d'effets indésirables quand même à la nicotine. Mais ce n'est pas ce qui est dangereux. Pour les cerveaux en développement des jeunes, par exemple, ça pose pas un certain nombre de problèmes autres que, voilà, on dit toujours les goudrons, c'est effectivement ça qui est nocif dans les cigarettes. Ça rend dépendant. C'est pas sans risque, et le risque est clairement le passage aussi à la cigarette. C'est ce que tous les gouvernements, enfin aussi bien Marisol Touraine, qui était quand même en poste quand la cigarette électronique a commencé à envahir la France, et qui a toujours été très prudente, là où les Anglais, en revanche, eux, ont été beaucoup plus téméraires et ont même fait des recommandations en faveur du vapotage. Marisol Touraine a toujours été très prudente. Agnès Buzyn, pareil. Pourtant, on se félicite véritablement de la baisse du nombre de fumeurs en France. Et il faut quand même rappeler qu'au dernier baromètre santé, là, en juin dernier, on enregistrait 700 000 fumeurs en moins depuis 2010 grâce à la cigarette électronique. Donc ça reste un outil intéressant dont les gens s'emparent spontanément. C'est votre avis également, Amine Benhamina? Alors, je pense qu'il est utile et important de rappeler pour l'importance d'un dispositif comme la cigarette électronique. On est dans une pathologie essentiellement dominée par l'addiction, c'est-à-dire par l'appétence à un produit qui est le tabac, la nicotine, qui est extrêmement important. Donc on a un dispositif qui est venu, qui a bousculé les habitudes et qui nous a donné d'une certaine manière une leçon de réduction des risques. Ça a été évoqué mais pas dit. Donc on est sur quelque chose dans lequel on a... C'est vraiment le moyen le plus efficace d'arrêter de fumer. C'est-à-dire on a une balance bénéfice-risque qui pour l'instant malgré tout est plutôt vers le bénéfice que vers le risque. Et le fait que des jeunes expérimentent le vapotage avec ou sans produits nocifs, j'avais envie de dire, c'était presque inscrit dans la trajectoire de ce produit avec la popularité et le succès qu'il a eu. Donc c'est dans cet esprit qu'il faut percevoir. C'est presque statistique, quoi. Ça doit arriver sur une population. Les médicaments, la plupart des médicaments efficaces qui sont sur le marché semblent tous détournés. Ensuite, on a des phénomènes, on le voit avec les opioïdes épidémiologiques qui nous permettent de voir plus ou moins des éléments qu'on met en place et des garde-fous et des corrections. Je pense que cette crise va entraîner probablement des corrections aux États-Unis qu'on a anticipées, comme le disait tout à l'heure Bertrand, par des mesures qui parfois peuvent être lourdes, mais qui dans ce cas protègent les Français. Le baromètre santé dont parlait Linda Citruc tout à l'heure montre que les Français en 2017, ont plus peur de la toxicité de la cigarette électronique qu'en 2014. La FDA aux États-Unis a montré que plus on a peur de la cigarette électronique, moins on s'arrête de fumer. Donc là, on a un système où la peur, les fake news font des morts parce que les fake news détournent les gens de l'arrêt du tabac. Alors là, merci à tous les médias qui font des titres sensationnels, des magnifiques fake news. C'est clairement et purement de la désinformation. Et merci à tous ceux qui partagent l'article juste en lisant le titre. C'est une aberration complète. Renseignez-vous sur le sujet. Ne partagez pas quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance profonde. Et surtout, renseignez-vous. Renseignez-vous. Et c'est valable pour tout. Les fake news détournent les gens de l'arrêt du tabac. On l'a vu encore hier passer sur Facebook, on en parlait, sur un groupe de vapoteurs où il a eu une anecdote de quelqu'un qui lui disait « Ben voilà, moi j'ai repris la cigarette, je préfère prendre la cigarette parce que la cigarette électronique, ça me fait peur avec tous les morts qu'il y a eu. » Au secours, quoi. Donc on préfère aller vers une cigarette qui est tueuse, on le sait qu'elle te tue. On le sait, on a tous des proches autour de nous qui sont malades du tabac. Et voilà, merci les médias. Alors après, pour l'arrêt du tabac, il n'y a pas que la cigarette électronique, il y a les substituts nicotiniques, il y a la varenicline. Moi, quand je vois des patients en consultation, ils se retrouvent tous avec un patch de 3 patchs, des cigarettes électroniques, des comprimés et tout. Je leur fais je nourris leurs récepteurs nicotiniques avec tous les meilleurs récepteurs, la meilleure nicotine qui existe. Et c'est très important que la cigarette électronique soit bonne. Si la cigarette électronique, elle n'est pas bonne, elle n'est pas prise. Il y a une étude qui a été faite en début d'année où les Anglais ont comparé patch plus gomme et cigarette électronique. La cigarette électronique marche 3 fois mieux. C'est pas parce que la nicotine qui est dedans marche mieux, c'est parce qu'avec la vape, 3 mois après, la moitié en prenait. Avec les patchs, en les laissant comme ça, au bout de 20 jours, la moitié n'en prenait plus. Donc à partir du moment où on compare 3 mois de nicotine bien faite à 20 jours, 3 mois c'est meilleur que 20 jours. C'est logique.
Mais le tabac est mortel sur le long terme. On ne peut pas aujourd'hui statuer sur les effets à long terme de la cigarette électronique, qu'on peut penser avec des effets plus faibles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Enfin, on peut le suggérer, y compris la FDA. Et ce qui est important, c'est que je reviens sur ma marotte, c'est qu'on a affaire à un bénéfice-risque qui, malgré tout reste du côté du bénéfice. Vous déplorez que des villes comme San Francisco, comme Richmond interdisent la cigarette électronique partout ? Si je prends un exemple historique... Légalise le cannabis et interdit la cigarette électronique. Bien sûr. Peut-être un élément supplémentaire pour la... Un élément supplémentaire à mettre au bénéfice de la cigarette électronique, c'est que c'est le seul dispositif qui finalement reproduit le geste de consommer du tabac et qui est un geste extrêmement important, qui est très addictif et très conditionnant, le fait de tirer. Et on le sait pertinemment pour les tabacologues, il y a le volet évidemment substitution pour pouvoir donner sa dose de nicotine, mais tout le gestuel autour, et la cigarette électronique est la seule à pouvoir le faire. Pour l'instant, la cigarette, quand on parle de réduction des risques ou d'addiction, etc., les gens veulent raisonner blanc et noir, et la vérité, elle est grise. Est-ce un hasard, en tout cas, le fabricant britannique, British American Tobacco, annonce la suppression de 2300 emplois. Ce n'est que le dernier à le faire chez les grands cigarettiers mondiaux, puisque Japan Tobacco l'avait fait également début septembre. On voit des réductions d'effectifs, y compris chez Philip Morris et Altria. Sébastien Béziot, vous avez l'impression peut-être, et si, alors peut-être que là on est dans le complotisme le plus total, et si le lobby du tabac avait fait pression aussi aux États-Unis pour essayer d'écarter un rival, en l'occurrence la cigarette électronique ? Le tabagisme ne rapporte pas que à l'industrie du tabac. Il y a beaucoup d'autres industries qui gagnent grâce au tabagisme. Donc il n'y a pas qu'un lobby qui agit sur les décisionnaires. Alors là, concernant le complot, c'est pas nous qui l'avons dit. Même si on pense qu'il y a quelque chose vraiment et que de toute façon c'est un long débat. Donc il y a des gens qui vont passer au vapotage pour arrêter toute forme d'addiction, de dépendance, parce que c'est bien de faire une différence entre l'addiction qui fait du mal et la dépendance qui ne fait pas forcément du mal. Donc il y a des gens qui veulent tout arrêter, se libérer d'une certaine forme de dépendance, et mortelle quand il s'agit du tabac. Et puis il y a des gens qui veulent simplement consommer une certaine forme de conserver le plaisir, conserver le geste, conserver ce gratouillis qu'on a dans la gorge, conserver ce simple moment de détente qui était la cigarette, mais en passant à la cigarette électronique, le vapotage qui va être beaucoup moins dangereux. Donc il y a vraiment beaucoup de profils différents de consommateurs, et surtout comprendre que c'est un nouveau monde en fait. C'est pas un médicament, c'est un produit de consommation courante qui n'a rien à voir. Moi j'ai l'habitude de dire, et puis c'est le professeur Dotzenberg qui m'a dit ça une fois, il m'a dit de toute façon à partir du moment où on passe au vapotage et que l'on ne fume plus, on élimine tous les risques de la cigarette, puisqu'on ne fume plus. Linda, oui, vous vouliez dire, Frédéric Bizard ? Non, je pense qu'on ne va pas passer l'émission là-dessus, mais la stratégie industrielle est importante à essayer d'imaginer en matière de perspective. Les laboratoires aujourd'hui, les industriels du tabac savent que, globalement, dans les pays développés, l'histoire du tabac, c'est plutôt du tabac combustible, c'est plutôt derrière elle. Bon, donc maintenant, c'est des groupes qui sont importants, qui sont en train de racheter tous les groupes type Jules et tout ça, qui font des produits de substitution. Vous imaginez qu'aujourd'hui, vous avez une ouverture, et ce qui est intéressant, je ne le crois pas du tout, des pouvoirs publics qui dit finalement, si les industriels du tabac ont des produits pour protéger la santé publique, on sera capable de les regarder et de les considérer éventuellement comme un médicament et de les vendre uniquement en pharmacie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez, certainement pas tous, mais certainement vous avez des industriels derrière qui vont devoir changer de logiciel et finalement passer d'un modèle où anti-transparence, le secret, je combats tout ce qui sort et qui montre que la cigarette combustible est nocive, ce qui était quand même la stratégie qu'ils avaient. Certains parlent de négationnisme. À plutôt une chose, il faut que j'ai une logique un peu plus proche de l'industrie pharmaceutique, que je sois pro-scientifique, pro-étude, et que je montre qu'au contraire que c'est pas sans danger, mais plutôt que ça améliore la santé publique. Avec parfois des mêmes méthodes de lobbying, d'ailleurs, c'est peut-être le point commun entre l'industrie pharmaceutique et les industriels du tabac. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que la vape reste indépendante. Pour vous citer la petite histoire, les fabricants de cigarettes traditionnelles à l'époque ont créé un produit pour rendre les gens addicts à leurs produits, pour s'en mettre plein les poches. Ils savaient qu'ils empoisonnaient tout le monde en faisant ce produit, mais pourtant ils l'ont fait pour gagner de l'argent. Donc est-ce que vous avez envie que ce soit ces mêmes personnes-là
qui rachètent la cigarette électronique. Est-ce que vous avez envie de leur faire confiance pour arrêter le tabac, sachant que c'est ces mêmes personnes-là qui ont créé ce produit en vous empoisonnant pour vous rendre addict? Alors à qui vous voulez faire confiance? Est-ce que vous voulez faire confiance à ces personnes-là qui clairement ont mis de l'argent pour empoisonner les gens et puis pouvoir gagner de l'argent toujours plus? Et qui tuent 74 000 personnes par an, rien qu'en France? Ou est-ce que vous voulez faire confiance à la cigarette électronique qui, elle, a pour vocation d'arrêter toutes les substances toxiques qu'il y a dans la cigarette traditionnelle et puis qui a permis à énormément de monde, presque 1 million de personnes depuis un certain nombre d'années, d'arrêter, d'en finir avec la cigarette? En même temps, ce qui est probablement bien, c'est que tout le monde puisse s'emparer de la cigarette électronique. Et je rejoins de ce point de vue-là l'avis de M. Beniamina. Et tout à l'heure, on en discutait. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Parce que si on réserve ça à des médecins et aux pharmacies, on en perd beaucoup. On en perdrait beaucoup de personnes qui l'utiliseraient. Pas la démarche d'acheter des cigarettes électroniques. Je vais vous répondre à votre question. Oui. Si les industriels de la cigarette du tabac avaient simplement pour vocation d'empoisonner les gens, on le saurait. Ils ont pour vocation de faire de l'argent. Et si la vertu rapporte plus que la mort, ils opteraient pour la vertu. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Les conséquences, ce sont à mon avis professeur des de éléments. n'est pas d'accord. Les industriels du tabac veulent pas que les gens meurent, mais ils veulent les rendre addicts. Ils inoculent dans le cerveau des adolescents des récepteurs nicotiniques quand on prend des pics de nicotine. Comme ça, toute leur vie, ils vont donner de l'argent. Les documents de l'industrie du tabac, il y a 50 ans, disent notre métier, c'est d'inoculer la dépendance tabagique aux teenagers. Sinon, notre marché est foutu. Donc, si vraiment demain on veut faire un saut qualitatif important, il faut finalement qu'on passe à tous ces substituts-là, à toutes ces solutions alternatives, et qu'on les encourage. En contrepartie de quoi, on va demander, je ne sais pas si ça marchera, mais aux cigarettiers, de ne plus commercialialiser le tabac combustible. Ils sont en train de faire ça. Ils ont parié qu'en 2025, il y aurait un monde sans fumer. Le tabac non fumé qu'ils font, d'abord, ils font de la fumée, les icônes qui vendent partout avec plein de publicité, sans payer de taxes, en gagnant beaucoup d'argent. Ça, autant la cigarette électronique est un produit sain, autant le tabac chauffé est un truc... Et c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, on va laisser la place à Jean pour qui nous fasse part de son ressenti sur cette histoire et ce débat-là. On vous laisse avec Jean et on se retrouve juste après. Donc la première des choses, merci à Tonio Secchi de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer. Je voulais dire qu'à ce jour, la désinformation elle est énorme. Le débat qui a suivi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de défense qu'il y a eu par rapport à la vape. Donc j'ai trouvé Madame Citruc assez bonne par contre dans cet exercice où elle a effectivement dit tout ce qu'il y avait à dire sur la vape, qu'elle est moins nocif, que ça reste un outil qui est pour les fumeurs. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas à vapoter. C'est la politique d'ailleurs que je mène. Je me prends d'ailleurs beaucoup de remontées par rapport à certains clients. Mais ce n'est pas grave, je continue toujours dans ma politique. Tu ne fumes pas, ne vapote pas. Effectivement, en France comme en Europe, la vape elle est encadrée, elle est beaucoup plus contrôlée. Il y a des analyses de liquides qui sont faites, il y a des demandes sur le marché qui sont faites pour les 10 ml nicotinés. Pour les liquides sans nicotine, il y a quand même les analyses. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes ingrédients qu'on utilise pour faire nos 10 ml. Donc ça reste le même arôme, même propylène, même glycérine. Et pour les boosters, la même nicotine. Ça ne change rien. Ne rajoutez pas ni d'huile, ni de THC, ni de merde dans vos liquides. C'est la seule chose. Vapez les liquides tels qu'ils sont vendus. Ne faites pas des conneries. De toute façon, c'est exactement la même chose. Comme il a dit Lutzenberg dans une réponse donnée, ce n'est pas parce qu'on roule à 250 km/h que la faute c'est à la voiture, c'est au conducteur la faute. Donc c'est pas parce qu'on a une voiture qui est pas allée jusqu'à 300 km/h qu'on va forcément rouler à 300 km/h, ça dépend qu'est-ce que tu fais avec la voiture. Donc la coupable ce n'est pas la voiture, c'est le conducteur. Donc je vous dis, ne rajoutez rien dans vos liquides quand vous vapez. Vapez-les comme ils sont parce qu'ils sont déjà très bons, encadrés et ils sont bons aussi pour arrêter la fumée de cigarettes. Voilà, c'était mon petit entre guillemets coup de gueule à donner. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce
bleu. Abonne-toi et active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Oui, chef. Je ne suis personne. Oui, chef. J'obéis aux ordres. Oui, chef. Il y a toujours dans la description le lien de notre page Tipeee, si tu veux faire un petit don pour nous aider à avoir du meilleur matériel et un meilleur micro. Merci de partager autant de fois cette vidéo que les fake news des médias. À bientôt. Et à dans 2 semaines.